Bon, écoutez, on est déjà ravis d'avoir autant de monde aujourd'hui. On va pouvoir passer, peut-être, 30 minutes ensemble, pour certains 45 s'ils veulent rester, pour les questions-réponses. Peut-être avant même de commencer, ce webinaire, simplement vous donner quelques informations sur la logistique. Hem, on va pouvoir intervenir à plusieurs. Vous aurez la possibilité de poser des questions pendant ce webinaire. Pour poser des questions, c'est très simple. En bas de votre écran, vous avez certainement plusieurs options à votre disposition et vous avez notamment une option, qui s'appelle Q et R avec 2 icônes, de chat, pas une seule. Quand vous êtes sur une seule, icône, c'est, pour pouvoir converser. Mais si vous voulez vraiment poser des questions, c'est au niveau du Q et R. L'avantage de poser vos questions par là, c'est que si on peut vous y répondre directement, on a des personnes qui, à l'écrit, vont pouvoir vous répondre à ces questions-là. Et si certaines questions nécessitent une explication à l'oral, bah, si vous le voulez bien, on les prendra à la fin et on pourra y répondre, à ce moment-là. OK? Alors, je vais, partager mon écran. Dites-moi, ceux qui sont, intervenants, si vous voyez correctement mon écran. Est-ce que c'est bon? C'est parfait. OK. Alors, le sujet du jour est un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, qui est celui de la relation avec les fournisseurs. On aura l'occasion de vous expliquer un peu selon quel prisme on souhaite traiter de ce sujet-là. Et en tout cas, pour nous accompagner aujourd'hui, on a un certain nombre d'intervenants. Je laisserai peut-être, la première se présenter. Noémie, est-ce que tu peux nous, expliquer un peu qui tu es? Tout à fait. Bonjour, bonjour tout le monde. Noémie Resti, je suis responsable commerciale chez Inch depuis 4 ans maintenant. Et j'ai 9 ans d'expérience dans l'immobilier avec surtout un passage en gestionnaire de biens chez Aurelia, ce qui m'a permis pardon, de connaître un peu les problématiques de communication qu'il y avait autour de ce métier-là et surtout bien connaître l'importance de la relation fournisseur dans ce milieu surtout essentiellement. Je vais laisser la main à Vanessa, qui également a fait de la gestion locative et pour beaucoup de métiers dans la communication, pour l'immobilier, pardon. Et je vais laisser la main à Vanessa pour se présenter. Merci Nomi, bonjour à tous. Donc, je suis Vanessa Manac, je suis account manager chez Inch. Et auparavant, donc, j'étais gestionnaire de copro et property manager dans l'immobilier tertiaire. Donc, je connais bien les différentes problématiques métiers, notamment celles liées à la relation fournisseur. Et je vais passer la main à Thibaut pour se présenter. Merci Vanessa. Donc de notre côté, ça fait quelque temps qu'on travaille dans l'immobilier. On est un peu tombé dans la soupe quand on était petit parce que, l'idée de Inch et le projet Inch est né dans une agence, de gestion immobilière. Et donc, très tôt finalement, on a pu, apprécier les thématiques et les problématiques de l'immobilier et puis de manière, beaucoup plus opérationnelle. Ça fait une dizaine d'années maintenant qu'on travaille, sur les sujets du digital pour, les professionnels de l'immobilier. Voici en tout cas pour notre petite présentation des différents intervenants. On voulait commencer peut-être par, planter un peu le décor. On va parler ensemble de la relation fournisseur. Alors, d'emblée, la relation fournisseur, on va le travailler principalement sur un prisme qui est peu étudié, qui est celui de la communication avec les fournisseurs. À notre sens, c'est un élément extrêmement important. Vous verrez qu'on traitera peut-être de manière un peu moins précise, mais on pourra répondre à certaines questions si vous le souhaitez, sur les sujets plutôt, comptables ou très administratifs auprès des fournisseurs. Non pas que ces sujets ne soient pas importants, c'est juste que, ils sont très souvent, débattus et on se sert un peu de l'entretien d'aujourd'hui pour vous présenter d'autres aspects. Donc, dans cette relation fournisseur, la première chose, c'est peut-être de essayer d'ouvrir un peu nos chakras en ce début de webinaire, en essayant de voir qu'est-ce que c'est qu'un fournisseur et peut-être de s'éloigner un peu des images parfois préconçues qu'on peut avoir. Donc, un fournisseur peut être bien évidemment autant une entreprise unipersonnelle, avec un intervenant qui est un mainteneur. Ça peut être aussi une société de maintenance d'une dizaine de personnes. Ça peut être une société plus importante d'une cinquantaine de personnes. Ça peut être même un réseau. Le fait de présenter un peu ces différentes typologies de fournisseurs nous permet aussi d'envisager la communication avec ces différents fournisseurs en faisant bien attention à leur diversité, parce que vous verrez que c'est un élément qui est très important. Et puis, en guise un peu d'introduction, avant d'aller un peu sur le concept clé qu'on va vouloir partager avec vous, on voulait éveiller quelques questions qu'on a eues lors de la préparation de ce webinaire. Des questions assez simples du type quel est le rôle, par exemple, d'un fournisseur? Quel est le rôle d'un fournisseur, dans votre relation client? Est-ce qu'un fournisseur, est pas un collaborateur à part entière? Est-ce qu'un fournisseur, ne voit pas finalement plus souvent vos clients
que vous ne les voyez vous-même? Et est-ce qu'un fournisseur, au-delà du nombre de fois qu'il les voit, est-ce qu'il finalement aussi il passe plus de temps avec vos clients? Et donc essayer de dimensionner, le rôle que peut jouer un fournisseur, dans un cabinet d'administration de biens, dans une société, qui fait du logement, social, dans, un property manager, en fait, dans tous les métiers, on est confronté à ce type de questions qu'on va essayer d'éclairer un peu plus aujourd'hui. Et ça me permet de donner la main à Noémie, qui va peut-être vous, éclairer sur une, manière qu'on a d'aborder la relation avec les fournisseurs. Noémie, je te donne la parole. Merci Thibaut. Alors effectivement, on aura le temps pendant tout ce webinaire de pouvoir répondre à toutes les questions que Thibaut a pu poser en introduction. Mais en ayant passé beaucoup de temps tous les trois pour essayer justement de répondre à ce sujet, on s'est rendu compte que le mot-clé de la bonne relation client, c'est vraiment le partenariat. Donc on a sorti une phrase qui peut être un peu simple, mais qui va revenir très souvent dans le webinaire. C'est vraiment traiter vos fournisseurs comme vos clients. Aujourd'hui, on connaît parfaitement nos clients, on connaît exactement leurs problématiques et en tout cas, on sait comment les accompagner. Et pendant tout le webinaire, on va essayer de vous donner des moyens de faire la même chose avec vos fournisseurs. Parce qu'il va être très important de pouvoir connaître vos fournisseurs à 100%. Et c'est pour ça que on va commencer les bonnes pratiques. Donc, on a mis en place 8 bonnes pratiques aujourd'hui dans ce webinaire. Et la première va être avec Thibaut sur le référentiel fournisseur, qui va justement répondre et aider le gestionnaire à bien connaître ses fournisseurs. Merci Vanessa, merci Noémie pour cette transition. Dans mes premières choses effectivement importantes, si on doit débattre d'un sujet qui peut avoir plein d'aspects différents, on peut peut-être essayer de le simplifier en se disant que l'essentiel, c'est de tous parler de la même chose. Et la même chose en l'occurrence, c'est le fournisseur. Donc, essayer de déterminer, établir un référentiel fournisseur peut prendre plusieurs aspects. Alors, on va rentrer un peu derrière ce terme un peu obscur et qui peut avoir différentes définitions d'un référentiel fournisseur. La première chose, c'est d'avoir un SRM. Alors, désolé pour l'acronyme, on va en avoir quelques-uns aujourd'hui. On va se forcer aussi à les expliquer. Pourquoi on dit SRM? En fait, c'est en écho à CRM. CRM, c'est Client Relation Management. SRM, c'est Supplier Relation Management. Il n'y a pas trop d'acronymes français qui existent pour ça. Concrètement, ce que ça veut dire qu'on va essayer de créer des profils pour chacun de nos fournisseurs, pour que ces profils puissent être alimentés par à la fois l'ensemble des activités qu'on peut avoir avec un fournisseur, l'ensemble des communications qu'on va avoir avec lui. Et le but, c'est que tous vos collaborateurs connaissent chacun aussi bien le même fournisseur et qu'il n'y en ait qu'un seul, qu'il n'y ait pas des doublons, des triplons de fournisseurs on peut en avoir parfois dans les bases de données. De l'autre côté, on va avoir une autre bonne pratique pour parler toujours du même fournisseur. Le régulateur s'est déjà emparé du sujet et a mis au point une base SIRET qui permet d'avoir une référence par fournisseur. Et bien ça, c'est une bonne pratique aussi de SIRETiser sa base fournisseur. Ça permet en plus du SRM d'avoir une vision assez constante du fournisseur. Ça, c'est pour ce qu'on peut avoir à l'extérieur et on va être aussi intéressé pour connaître le fournisseur de l'intérieur. Pour connaître le fournisseur de l'intérieur, il faut essayer d'établir un organigramme. Établir un organigramme, en l'occurrence sur Inch, c'est possible, sur d'autres plateformes, ça l'est aussi. Mais sur Inch, vous pouvez déterminer, préciser qui sont les intervenants pour les différents services, quelles sont leurs coordonnées. Le but là-dedans, et on le répétera beaucoup de fois aujourd'hui, c'est que l'information circule bien. Et pour que l'information circule bien, il faut bien travailler le dernier kilomètre. Et donc, être capable, si on veut envoyer un message à tel service chez tel fournisseur, d'avoir bien l'email de ce service en particulier. Et le dernier point, c'est plus une ouverture, on pourra peut-être le reprendre lors des questions-réponses, c'est la mise au point d'un catalogue. Ce catalogue, en fait, c'est un catalogue de prestations. Certains d'entre vous ont déjà commencé à le faire en précisant des métiers, des compétences sur lesquelles les fournisseurs sont. On peut se rendre compte qu'en allant un peu plus loin sur ce catalogue, on va pouvoir peut-être déterminer des prestations sur lesquelles les fournisseurs sont compétents, des prestations qui pourront être, elles, incluses dans un contrat ou qui pourront être commandées de manière automatique. Ce qui est intéressant derrière, c'est qu'on peut voir poindre la possibilité d'automatiser les demandes d'intervention d'un occupant vers un fournisseur. Et ça, on ne peut pas le faire en plein milieu de la jungle. Il va falloir bétonner, organiser un peu tout ça. Et la création d'un catalogue de prestations peut être
une bonne opportunité, surtout qu'en ce moment, on sait qu'il y a un contrat de service qui est en train d'arriver pour les syndics et ça peut être intéressant de regarder ça. Voilà pour la première bonne pratique. Vanessa, je te passe la main pour nous dire comment on peut bien connaître son fournisseur, mais de manière un peu plus détaillée. Oui, tout à fait Thibaut, merci pour cette transition de qualité. Donc, je vais vous parler du suivi des comptes fournisseurs. Alors, bien sûr, ces comptes fournisseurs, c'est déjà premièrement bien les connaître. Donc, Thibaut vous a parlé de SRM, je vais vous parler d'un autre acronyme un peu barbare qui est le KYS, Know Your Supplier. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler de KYC, Know Your Customer, qui est connaissez vos clients. Mais de la même manière, il est hyper important de bien connaître ses fournisseurs. Donc déjà, premièrement, pour créer de la valeur, mais également pour être en conformité et sécuriser le référentiel, le fameux référentiel dont parlait Thibaut tout à l'heure. Donc, on protège donc son entreprise des risques financiers tels que les fraudes, le blanchiment d'argent, l'évasion fiscale et autres joyeusetés. Donc, pour se prémunir de ça, on demande au minimum des éléments, surtout si on ne connaît pas bien le fournisseur, le CABIS, l'IBAN, l'attestation de responsabilité civile, document de certification, charte, licence, etc. Alors, sachez que vous avez des outils qui vous permettent de suivre vous-même l'état de conformité de vos fournisseurs, comme des plateformes telles que déclaration légale, Actradist, attestation légale, etc. Donc, un bon suivi, ça passe aussi par la planification. Donc, dans mon ancienne vie de gestionnaire, on planifiait parfois avec certains fournisseurs pour certaines copros des échanges réguliers. Et ça nous permettait d'avoir vraiment une visibilité sur les futurs projets, de pouvoir planifier des actions et des tâches récurrentes pour bien gérer les échéances. Donc ça, c'était un peu pour la dimension, on va dire, manuelle. Sur la dimension automatique, on peut mettre en place des évaluations d'intervention. Donc ça, c'est quelque chose qui existe déjà chez Inch. Donc, à la fin d'une demande d'intervention, on envoie systématiquement une demande d'évaluation à la personne qui nous a signalé l'incident. C'est un moyen de s'assurer de la fiabilité de ses prestataires, surtout si vous ne les connaissez pas beaucoup, vous n'avez pas l'habitude de travailler avec eux. Ça permet déjà de savoir s'ils sont venus et d'avoir des indicateurs assez clairs sur leur fiabilité et sur la façon dont s'est déroulé l'incident. Donc, qui dit intervention réussie, dit intervention bien qualifiée en amont. Et je vais donner la main à Noémie pour vous parler de la qualification et de son importance. Merci Vanessa. Donc effectivement, la qualification est la base d'une intervention bien menée. Pour la petite anecdote, il y a 1 an chez Inch, on a passé une semaine entière avec des fournisseurs dans une salle pour essayer de savoir exactement ce qui leur manquait. Et le mot qui en ressortait à chaque fois, c'était vraiment la qualification. Très souvent, les fournisseurs arrivent sur un endroit, on ne dirait pas forcément que c'est mal qualifié, mais pas assez bien qualifié. Du coup, il peut manquer des outils, il peut manquer l'information en tout cas pour pouvoir résoudre le problème. Donc, il est important aujourd'hui pour le gestionnaire de bien cibler le sujet de la demande. Ça demande beaucoup d'échanges avec le déclarant, beaucoup de questions, d'allers-retours pour être sûr que la demande soit bien ciblée. Une fois que cette demande est ciblée, il est très important de savoir la retranscrire précisément. Parce que parfois, on veut aller vite et on peut oublier peut-être parfois certains petits détails qui pourraient aider le fournisseur. Et on a mis en place également des petits outils qui va permettre aux déclarants de venir participer également à ces déclarations. Donc, directement en lien avec le fournisseur. Chez Inch, on a mis quelque chose de très simple, c'est un lien unique et sécurisé qu'on va envoyer aux propriétaires et locataires. Ça va leur permettre de compléter leur demande par des photos, par peut-être simplement un peu de complément d'information, des documents. Et tout ça est envoyé directement au fournisseur. Donc, la demande à cette fois-ci est très bien qualifiée. Et puis avec la petite période de confinement, je pense qu'on est devenu beaucoup plus à l'aise avec les outils un peu de visio. Donc, il y a également possibilité pour les propriétaires ou locataires de faire des visios avec les fournisseurs et montrer exactement où on en est, où est le problème et savoir comment le fournisseur pourrait y répondre. La question qui peut être soulevée avec tout ça, c'est le niveau technologique qu'on peut avoir en face au niveau des fournisseurs. Et je vais du coup redonner la main à Thibaut sur les enjeux techniques. Et vous allez voir qu'on peut répondre sans aucune difficulté à tout niveau technologique. Merci Noémie. Donc, les enjeux techniques, les enjeux technologiques, en fait, viennent simplement organiser quelque chose qui paraît assez évident, c'est la transmission de l'information. Dans ce qui va permettre une bonne relation fournisseur, Vanessa et Noémie ont eu l'occasion de vous donner quelques ingrédients. Forcément, ce qui est super important, c'est que l'information circule bien. Si l'information doit bien circuler, il faut peut-être qu'on reconsidère aussi les différentes typologies de fournisseurs qu'on a exposées en début de webinaire.
on a des petits fournisseurs super compétents, unipersonnels, mais pas beaucoup de back-office et peut-être un service technique minime, voire peut-être inexistant. C'est super important que l'information circule, quel que soit le niveau et la maturité technologique de vos fournisseurs. On trouve ça assez dommage que dans le tissu économique, dans vos acteurs locaux, certains soient discriminés parce que leur niveau technologique ne le permet pas. On pense qu'aujourd'hui, c'est aux plateformes, notamment celles des plateformes des commanditaires, gestionnaires, bailleurs, property managers, d'offrir la possibilité à leurs partenaires d'échanger avec eux. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, il n'y a pas une réponse, mais il y a des réponses. La première réponse est celle certainement la plus simple. On utilise un terme anglais à nouveau, low-tech. En fait, on n'a pas besoin de sujets techniques très poussés. Il suffit d'envoyer un email, d'envoyer un SMS à un fournisseur et ils peuvent vous remonter un statut de traitement d'une intervention, ils peuvent vous remonter un rapport, ils peuvent vous remonter quoi que ce soit. Comprenez par là que ce n'est pas le niveau technologique qui est important, mais c'est bien le contenu. Donc ça, c'est un premier aspect. Dans Inch, mais dans plein d'autres plateformes, vous envoyez un message par email, l'interlocuteur y répond et ça remonte dans la traçabilité qu'on aura l'occasion de détailler plus tard. Pour ceux qui sont un peu plus avancés, on peut mettre en place un espace fournisseur. Cet espace a l'avantage de pouvoir réunir toutes leurs demandes au même endroit. Donc, pour se piloter des interventions sur Inch, ils peuvent le faire directement par cet espace et remonter les statuts à chaque fois. Et pour ceux qui sont un peu plus avancés, vous entendez peut-être ce terme aussi de temps en temps qui s'appelle API, donc encore un acronyme. Ça va commencer à nous coûter cher tout ça. Donc API, c'est pour Application Programming Interface. C'est un terme un peu compliqué pour simplement dire qu'on est capable de connecter un système à l'autre. Connecter le système des gestionnaires au système des fournisseurs. L'avantage, c'est que lorsqu'une demande va être réalisée par le gestionnaire sur son système, immédiatement, en temps réel, elle va être chez le fournisseur. On ne va pas perdre le temps de traitement d'un email. Et lui, à chaque étape de résolution, j'ai préparé mon intervention, je monte dans mon camion, je suis en bas de l'immeuble, j'ai fait mon intervention, je suis ressorti de l'immeuble, je suis retourné au dépôt, etc. Il peut vous remonter, s'il a le système de son côté, chaque étape en temps réel dans votre système. Et on va pouvoir établir quasiment la même expérience que celle qu'on connaît chez Chronopost, DHL, qui en soi n'a rien changé à la rapidité de livraison, mais qui a quand même grandement amélioré la relation client. Et c'est là où le fournisseur est un acteur essentiel de ces échanges. Donc, je vais passer maintenant la parole à Noémie pour nous parler de la traçabilité qui justement est un point essentiel pour permettre ce transfert d'informations. Tout à fait. Thibaut a commencé effectivement un peu à en parler, mais dans le mot traçabilité, il faut entendre collaboration. Il y a une contribution partagée entre le demandeur et le mandaté. C'est très important qu'ils aient le même niveau d'information au même moment. C'est-à-dire qu'effectivement, les plateformes peuvent être différentes entre les deux, mais le suivi doit être vraiment identique et chacun doit venir participer à ce niveau d'information. On peut pour ça mettre en place des statuts de résolution. Donc, ça permettra de savoir exactement où on en est sur l'avancée de résolution d'un problème, donc au même niveau du demandeur et du mandaté. Le portail de suivi de commande peut donc être différent, mais le niveau d'information doit être identique dans chacun des portails. Donc, comme Thibaut l'a pu le dire avant, on a des moyens en tout cas de vous aider à mettre un niveau d'information identique au niveau des deux. L'historique des échanges, on pourra retrouver l'ensemble des historiques des échanges. Ce qui est important là-dedans, c'est que ce soit la personne qui est en charge de suivre le dossier, il pourra retrouver facilement l'historique des échanges, mais également une personne qui soit est en binôme ou travaille à sa place pour cause d'absence ou autre, et on pourra retrouver effectivement tout l'ensemble de l'historique des échanges et savoir exactement où on en est. On peut également robotiser certains moyens de traçabilité par des relances automatiques. Ça va permettre aux gestionnaires de s'aérer un peu la tête et de s'enlever un peu le suivi de certains dossiers. Bon, je pense que vous l'entendez, il faut faire attention avec ces relances automatiques. Si les demandes ne sont pas forcément urgentes, on va mettre des relances qui sont correctes, entre une semaine à 2 semaines suivant l'importance. Mais en tout cas, ces moyens robotisés permettent aux gestionnaires de pouvoir traiter après des dossiers un peu plus importants et qui ont plus de valeur ajoutée pour l'entreprise. Et également côté fournisseur, de pouvoir les relancer de manière assez automatique pour être sûr qu'ils puissent répondre à cette demande. Donc, quand on a une bonne traçabilité, on a un niveau de service, je dirais, plutôt complet. Donc, je redonne la main à Thibaut, qui va nous parler du niveau de service. Ouais, merci pour vous parler un peu de
concept que vous entendez peut-être parfois, niveau de service, ça peut être un peu abstrait. En fait, c'est hyper simple. Le fournisseur est un acteur direct de vos services. Donc, il faut pouvoir organiser, surveiller, structurer son intervention, au même titre qu'un collaborateur. Collaborateur, vous lui confiez, des procédés, des processus, des fiches de poste, des boîtes à outils, tout un tas de choses qui l'aident à réaliser son travail, selon la manière dont vous souhaitez que ça soit fait. Eh bien, c'est exactement la même chose avec les fournisseurs. Ça paraît évident de le dire, mais ça passe par une documentation. Combien de fois on avait, l'attente qu'un fournisseur, agisse de telle ou telle manière, mais tant que c'est pas écrit, bah, c'est délicat pour lui, déjà de le faire, parce qu'il ne le sait pas nécessairement et ensuite, c'est délicat de lui reprocher quoi que ce soit, parce qu'on n'a pas vraiment de base de comparaison. Donc c'est important pour chacun des fournisseurs, ceux à qui vous feriez confiance, soit sur du contractuel, soit sur de la prestation, de bien établir tout ça. Ensuite, de définir pour pouvoir suivre, en dehors de ce cadre qu'on se donne, des indicateurs. Ces indicateurs nous permettent de savoir lorsque la prestation, sans avoir à surveiller tous les matins ce qui se passe, bah, sort du cadre qu'on a établi. Et des indicateurs simples peuvent être positionnés comme, un taux de réponse. Quand on vous répond, notamment pour des consultations de devis, à combien de fois on espère quand même que vous puissiez nous répondre? Parce que ce n'est pas toujours le cas qu'ils répondent. Sur des temps de prestation. Ça peut être aussi sur, du nombre de rapports qu'on, reçoit lors d'une consultation. En tout cas, il y a plein de niveaux sur lesquels on peut établir ces indicateurs et ces indicateurs vous permettent d'avoir une surveillance de ce qui se passe. Pour avoir quand même un peu un esprit critique pouvoir équilibrer la relation, c'est essentiel de montrer l'exemple. Pour montrer l'exemple, il faut pouvoir établir une réciprocité dans ces niveaux de service et concrètement appliquer ce que vous voulez appliquer à vos fournisseurs, l'appliquer à vos collaborateurs. L'appliquer à vos collaborateurs en leur permettant eux aussi de savoir, quand est-ce qu'ils sont, dans le cadre ou pas dans le cadre, de s'engager potentiellement auprès des fournisseurs pour leur dire: «Nous, on vous demande tel niveau de réactivité, nous on s'engage à avoir tel niveau de réactivité». Et cette relation donnant-donnant, d'égal à égal qui va être, repartagée pendant la présentation d'aujourd'hui est extrêmement importante. Donc, niveau de service, on pourra revenir dessus dans les questions-réponses et on pourra vous donner de la doc là-dessus. C'est super important. Enfin, vous pouvez vraiment le mettre en place assez simplement et puis c'est quelque chose qui est assez progressif. Vous pouvez commencer simplement et puis le rendre un peu plus sophistiqué au fil du temps. Voilà pour les niveaux de service. J'en profite pour, redonner la main à Vanessa qui va vous parler un peu de la relation administrative et financière. Merci Thibaut. Donc effectivement, je vais vous parler d'un sujet qui n'est pas très glamour, pas très sexy, mais quand même hyper important, c'est la relation administrative et financière avec vos fournisseurs. Donc une bonne relation financière, c'est une bonne gestion de son budget d'une part. Donc ça paraît un peu évident, je vais enfoncer une porte ouverte, mais pour payer un fournisseur, encore faut-il avoir de l'argent sur le compte. Par expérience, on sait que toutes les dépenses ne sont pas connues à l'avance, donc c'est important de surestimer son budget pour pouvoir s'acquitter de toutes les factures. J'ai dans mon ancienne vie une expérience de copro qui ne validait jamais le budget qu'on proposait. C'était une copro de pince, il faut dire les choses. Et on avait toujours un budget hyper ric-rac, surtout en fin d'année, ce qui fait qu'on ne pouvait pas payer nos fournisseurs dans les délais et ça entraînait forcément des tensions. Donc sur le respect des délais, évidemment, on parle des délais d'échéance de paiement, mais aussi de renouvellement des contrats. Un fournisseur qui est payé dans les délais interviendra forcément plus facilement, alors qu'un fournisseur payé en retard, c'est générateur de tension, ça l'oblige à vous relancer. Vous n'aimez pas être relancé comme vous n'aimez pas vous-même relancer. Et ça peut aussi impacter les futures commandes. Et ce n'est pas le but. Donc l'idée, ce serait par exemple de lui faciliter la vie en lui offrant une plateforme pour déposer ses factures. Ça sera en plus un gain de temps pour vos équipes comptables. Et ça améliorera la traçabilité des documents dont on a parlé tout à l'heure. Et on peut mettre donc en place des solutions de digitalisation pour accélérer le paiement des factures en automatisant le processus de traitement. Donc, je vais vous parler d'un troisième point qui n'a pas forcément de lien avec les deux précédents, mais qui est quand même très important, c'est le taux de dépendance. Donc, on considère qu'un fournisseur, à partir du moment où son contrat fait entre 25 et 30% de son chiffre d'affaires, peut devenir dépendant économiquement de vous. Donc, l'abus de dépendance économique est prohibé par le Code du commerce. Donc, l'abus de dépendance, ce n'est pas la dépendance économique en elle-même. Donc, c'est important de ne pas se mettre en position de domination vis-à-vis d'un fournisseur. Mais du coup, on peut partager avec vous cette petite réflexion en se disant un fournisseur écarté parce qu'il est jugé trop fragile, est-ce que ce n'est pas justement l'empêcher de se développer?
Moi, j'ai travaillé dans des grands groupes et ça arrivait qu'on nous recommande un fournisseur et qu'on écartait d'office parce que le taux de dépendance était trop élevé. C'était un sujet très sérieux, on rigolait pas du tout avec ça. Et c'est dommage parce qu'on a parfois des petites entreprises innovantes qui se positionnent sur un marché un peu monopolistique. On aimerait travailler avec, mais le taux de dépendance est très élevé. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas-là? Est-ce qu'on arrête tout? Est-ce qu'on risque du coup de passer à côté d'une potentielle innovation riche en création de valeur? Parce que si vous êtes un grand groupe, justement, l'idée, c'est de l'aider à se développer, même si c'est un risque. Parce que le risque, ce serait peut-être justement de passer à côté de cette innovation. Et la dépendance, chacun la gère à son niveau. Ce n'est pas parce qu'on boit un verre de vin à table qu'on devient nécessairement alcoolique. Donc ça, c'est à vous de juger. Quel que soit en tout cas votre avis sur la question et l'attitude à adopter, finalement, l'important, c'est vraiment d'agir dans le respect et la bienveillance. Donc, je vais passer la main à Noémie qui va nous parler de ce très beau sujet. Merci. La bienveillance. Merci, Vanessa. Moi, je pense qu'on en a parlé un peu tout le long de ce webinaire. J'avais commencé ma toute première slide par le partenariat. Donc, on ne peut pas faire un bon partenariat sans bienveillance. Thibaut en a parlé également dans la bonne pratique, niveau de service pour les relations d'égal à égal. Donc, pour nous, c'est très important, effectivement, d'avoir ce niveau de bienveillance avec les fournisseurs. Une relation d'égal à égal, on en a beaucoup parlé pendant ce webinaire, mais pour nous, c'est vraiment le point le plus important aujourd'hui. Il faut réussir à équilibrer les demandes. Très souvent, on fait appel aux fournisseurs qu'on connaît bien parce qu'on a une urgence. Donc, le pauvre fournisseur se retrouve très souvent sur les immeubles avec des petites urgences, des fuites à traiter. Il est important de leur donner des dossiers plus importants, plus valorisants pour eux, potentiellement des dossiers qui peuvent être d'ailleurs votés en assemblée générale ou autre, mais éviter de constamment prendre les fournisseurs sur des petites interventions qui n'ont pas beaucoup de valeur ajoutée pour eux. Et enfin, je vais finir cette bonne pratique, cette bienveillance par ma première phrase de la première slide, qui est vraiment traiter vos fournisseurs comme vos clients. Donc, pour nous, qui a vraiment été le point fort de tous les échanges qu'on a eus entre Thibaut et Vanessa. Donc, on est sur la fin, en tout cas, des bonnes pratiques qu'on aurait pu vous annoncer. Je vais laisser la main à Thibaut pour faire une petite synthèse de ce qu'on s'est dit. Parfait. Toutes les slides. Génial. Eh bien, écoutez, il nous reste 2 minutes pour conclure. Donc, l'aspect essentiel qu'on a pu présenter aujourd'hui, c'est la notion de partenaire. C'est vraiment super important. On a beaucoup travaillé pour monter ce webinaire, à essayer de travailler sur peut-être des thématiques un peu plus techniques, un peu plus économiques. Et vraiment, on est arrivé à la conclusion que pour pouvoir garantir la meilleure qualité de service, parce que c'est quand même bien ça l'objectif, travailler avec vos partenaires avec un prisme de partenariat justement est absolument essentiel. Pour qu'un partenariat s'opère correctement, il faut bien évidemment équiper vos fournisseurs pour qu'ils puissent communiquer de manière efficace avec vous. Bien évidemment, l'email ou le post-it sur le bureau peut être un peu limité pour permettre d'organiser ce partenariat. L'accompagnement est aussi très important. Ça demande un investissement de votre part, ça demande une surveillance, ça demande, comme l'a très bien dit Vanessa, une fréquence d'entretien, de points de vérification qu'on peut faire 2 fois, 3 fois, 4 fois par an. C'est super important et aussi une documentation qui permette aux fournisseurs de savoir exactement où il en est par rapport à ces différents indicateurs. Derrière tout ça, le but, c'est de pouvoir aligner les ambitions. Vous n'avez pas ou peu de contrôle sur vos fournisseurs. Vous pouvez leur retirer un contrat, vous pouvez leur donner un autre contrat, mais vous n'avez pas de relation hiérarchique avec eux. Donc, il faut comprendre que si vous voulez garantir un bon service de leur côté, ça va demander de votre côté aussi un investissement. Et cet investissement, on peut peut-être l'obtenir en disant qu'on travaille ensemble, qu'on essaye de faire le maximum ensemble parce qu'on a les mêmes ambitions. Les ambitions d'un entrepreneur de seconde œuvre, c'est de pouvoir développer son chiffre d'affaires, sécuriser son chiffre d'affaires, potentiellement augmenter ses marges, pas aller travailler à l'autre bout de l'agglomération, mais travailler peut-être dans des environnements un peu plus proches de lui. Vous, de votre côté, c'est aussi de développer, de sécuriser et peut-être d'améliorer votre marge. Et bien, ça tombe bien, vous avez exactement les mêmes clients. Donc, partagez les mêmes ambitions, essayez de monter avec des fournisseurs pour pouvoir établir une offre de service la plus solide et la plus complète possible. Et on est assez certain que cette relation fournisseur se passera pour le mieux et sera le meilleur vecteur pour offrir une relation client de qualité. Voilà pour les mots de la fin. Il nous restait 15 secondes, donc on a terminé un peu plus tôt que prévu. On va arrêter le partage de la petite présentation. On va passer sur les questions-réponses et surtout, n'hésitez pas. Donc, encore une fois, c'est en bas de votre écran, Q et R pour poser ces différentes questions-là.
J'arrête le partage de mon écran. On va se retrouver un peu en vidéo chacun. Je crois que c'est bon et on passe sur les questions. Pour l'instant, il y a plutôt des questions qui ont été résolues. On a un grand nombre de participants, qui ont pu se connecter. Peut-être qu'on peut préciser aussi que tout ce qu'on a dit aujourd'hui, a fait l'objet d'un enregistrement, donc vous allez pouvoir retrouver un replay de tout ça, à n'importe quel moment. On vous invite grandement à le partager si, vous trouvez que c'est intéressant, que vous voulez le relayer dans vos équipes, c'est clairement fait pour ça. Nous, on est ravis de pouvoir partager, nos points de vue, avec vos collaborateurs, donc allez-y, n'hésitez pas. La présentation sera aussi disponible si vous voulez récupérer, les différentes, planche de cette présentation, vous pourrez le faire. Et puis, enfin, ça, vous le retrouverez aussi sur notre site, sur notre blog, sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, vous aurez toutes ces informations-là. Alors, nous avons une première question. Avez-vous des retours d'expérience concernant une évolution de la qualité de service à l'issue d'une démarche de partenariat de ce type? Alors, clairement, oui. On a aujourd'hui plusieurs clients qui ont mis en place cette fréquence, et ces indicateurs, et ils ont pu, notamment avec les clients, identifier, et avoir un retour direct sur, la satisfaction des clients. Ce n'était pas quelque chose d'évident pour eux, auparavant, ils ne savaient pas nécessairement si les occupants étaient contents ou pas de leurs prestations. Là, il y avait des éléments factuels, on l'a dit un peu plus tôt, peut-être pour préciser dans la présentation d'aujourd'hui, mais dans Hinge, mais dans d'autres plateformes aussi, vous pouvez demander des évaluations, d'intervention de la part des résidents et là, ça a permis d'avoir des éléments factuels pour, remonter les points auprès des fournisseurs qui, ont bien compris que sur certains points, ils n'apportaient pas satisfaction et ils ont pu corriger. Je termine juste peut-être en précisant que l'évaluation, c'est pas juste une note de 1 à 5, ça veut rien dire. On peut mettre une enfin, ça n'a pas vraiment d'intérêt si c'était juste ça. Là, vous avez une note qui est sur, plusieurs critères différents, donc qui permettent d'affiner un peu, les raisons du mécontentement possible, de l'occupant et il a la possibilité de rajouter des photos et des commentaires. Donc normalement, vous avez une documentation, assez précise, là-dessus. En attendant peut-être un peu, hein, une autre question, qui viendrait, on peut peut-être rajouter un point, c'est que, hem, ça fait pas beaucoup de temps qu'on parle de relations clients dans, l'administration de biens, le property management, le logement social. C'était pas très commun. On est ou on était des techniciens, des comptables, des juristes, mais la relation client, c'était un peu obscur et c'est pas qu'on ça nous intéressait pas, c'est que c'était pas la priorité. Ça le devient de plus en plus et donc ça, c'est une vague qui arrive depuis, peut-être 5 6 ans et on se rend compte aussi maintenant de l'importance de la relation fournisseur et à quel point la relation fournisseur est immédiatement liée à la relation client et il vous échappera pas que, chez Inch, on a essayé de travailler ces thématiques de manière, unifiée et c'est pour ça que vous avez dans Inch une relation client et une relation fournisseur qui se jouent sur la même plateforme. On n'a pas souhaité vous mettre à disposition un CRM d'un côté, un SCRM de l'autre et puis charge à vous d'aller faire les interfaces derrière. On sait très bien, la moindre intervention d'un fournisseur, c'est du pain béni pour la relation client, quoi. Le moindre changement de statut, c'est une manière d'aller présenter, l'état de traitement, d'aller, afficher une nouveauté auprès, du client et ça permet, à chaque fois d'aller valoriser un peu plus les honoraires du gestionnaire et de faire flotter son iceberg qui, pour l'instant, est encore bien enfoncé. Noémie, Vanessa, si, le temps que d'autres questions, nous parviennent, si vous voulez, peut-être ajouter quelque chose, n'hésitez pas, hein. Merci. Mais non, non, c'est pas enfin, tu as été très clair dans ce que tu viens d'annoncer effectivement et en ayant, fait le métier, effectivement côté syndic, je confirme totalement ce que tu as dit. Parce que très souvent, on se fait un peu retoquer en assemblée générale ou autre parce que, tel dossier n'a pas avancé et très souvent, on peut rejeter la faute sur les fournisseurs parce que c'est plus simple et la vérité, c'est qu'en fait, on a eu du mal à faire ces échanges corrects pour qu'on puisse avancer sur des sujets qui sont communs. Mmh. Donc tout ce que tu as dit, effectivement, je partage à 100. Et on voit là, en plus se connecter le dans les certains participants, on reconnaît,
des professionnels de différentes, du paysage en fait de l'administration de biens, à la fois de cabinets indépendants, de sociétés plus importantes, d'organisations, de réseaux, et cetera. Et bah, d'une certaine manière, un peu chapeau à eux, bravo à eux parce que pour beaucoup, il y a eu une décision, assez radicale et courageuse de se dire que, on allait s'émanciper peut-être du prisme ou de la myopie, comptable qu'on avait, sur nos interlocuteurs, autant clients que fournisseurs. Et bah, votre présence, je pense, est un gage ou une confirmation de ces intentions, mais il y a vraiment un changement, un renversement un peu des approches, où on se rend compte que si on continuait à se cantonner à nos travaux de quitancement et de saisie de factures fournisseurs, on serait peut-être un peu limité. Hem Alors, une question de Philippe Pierrat qui nous dit, «Au vu des retours d'expérience, les fournisseurs arrivent à utiliser Inch, dans les cas de demande de devis, insérer un devis, accéder au ticket». Donc ça, c'est une question de la part de Philippe. Je ne sais pas si, Noémie ou Vanessa, vous voulez y répondre ou, j'y réponds? Oui, vas-y, je compléterai si tu veux. Alors, non, on fait le maximum, Philippe, pour essayer de rendre la chose simple aux fournisseurs. Vraiment, on se discipline à ne pas, tomber dans la facilité de dire: «Bah, cher fournisseur, vous avez une plateforme, vous avez vos codes et puis vous vous débrouillez». Parce que ça marche pas. Je ne sais pas s'il y en a qui sont dans la conférence, on ne va pas donner de nom pour pas s'attirer d'ennuis, mais il y a des acteurs d'une taille assez significative qui ont eu par le passé, l'intention de développer des plateformes fournisseurs en imposant à tous leurs fournisseurs de passer par ces plateformes-là. Et c'était de très, très grands leaders, si ce n'est les leaders de leur industrie. Bah, ça n'a pas marché. Parce qu'en fait, on n'oblige pas un marché. Ça n'existe pas, quand bien même on est le leader de celui-ci. Donc nous, on se discipline à essayer de faire en sorte que, l'information, aille directement dans la main, du fournisseur. Et je ne sais pas si on est au plus simple de ce qu'on peut faire, mais aujourd'hui, on n'a pas encore trouvé de manière plus simple de le faire, notamment pour une demande de devis. Vous envoyez un email, pour demande de devis au fournisseur, il répond à l'email, il met son devis en pièce jointe et sa réponse est calculée. C'est-à-dire qu'il ne sera pas relancé si jamais on était en train de consulter d'autres fournisseurs. On pourra sélectionner son devis, ça remerciera les autres fournisseurs et lui sera validé. Voilà, Rome ne se fait pas en un jour. Tous les acteurs, de toute façon, commencent à être sensibilisés sur ces plateformes de relations fournisseurs. Ça peut être un peu inconfortable pour eux si on veut vraiment être un peu critique, parce que parfois ils doivent se connecter à plusieurs plateformes. Donc, est-ce qu'il va naître demain une sorte de, plateforme du marché qui permettra de déposer ces devis de manière un peu unifiée, quels que soient les outils utilisés derrière? Pourquoi pas? Mais aujourd'hui, non, c'est, je pense, Philippe, assez simple, ça demande un accompagnement, auprès des fournisseurs. Bah, là, il y a plein de contenus, plein de systèmes à mettre en place. Noémie, tu voulais peut-être dire quelque chose là-dessus? Je veux juste compléter, effectivement, mais dans tous les cas, on fait très attention au niveau technologique de ces fournisseurs-là. Donc, si jamais, comme vous dites, il y a un fournisseur qui n'a pas la main, en tout cas, pour y déposer un devis sur Inch assez facilement, on pense à tous les petits artisans ou autres. Et Thibault vous l'a dit juste avant, c'est la simple réponse à un email remonte dans le ticket. Donc, quoi qu'il se passe, en fait, suivant le niveau technologique, on a toujours moyen pour revenir retracer le devis ou d'ailleurs les informations du fournisseur dans le ticket. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais effectivement, on a la réponse à un email, ça remonte. Dans l'email, il y a un lien unique et sécurisé qui permet au fournisseur de se connecter très facilement sur la plateforme sans aucun mot de passe. Ça, c'est primordial pour que ça puisse marcher. Et ce qui marche maintenant, et on est très content de ça, on a mis en place ce qu'on appelle le Pinch et le Provider Inch, qui permet à tous les fournisseurs de retrouver par syndic le listing des tickets. Donc, quoi qu'il se passe, suivant le niveau technologique, on peut y répondre. Ouais, pour compléter ce que vous dites tous les deux, en fait, quand ils comprennent le temps qu'ils gagnent à utiliser Inch et à pouvoir déposer tous leurs documents, leurs devis, leurs factures sur une plateforme et à consulter tous les tickets en cours, ils ont tendance vraiment à l'utiliser et ça leur plaît vraiment. Moi qui suis quand même régulièrement en contact avec eux, parce qu'ils nous appellent, au même titre que nos clients nous appellent, pour avoir des infos sur l'utilisation de Inch et ils en sont très contents. Il faut simplement qu'ils comprennent que ils ont tout à gagner à utiliser cette plateforme. Ensuite, on a une petite question de la part de Véronique qui nous dit, «Les bailleurs sociaux sont largement,
engagé pour les démarches d'obtention de labels qualité de service. Existe-t-il des labels dédiés pour les fournisseurs? Alors, il y a des labels un peu Qualibat, AFNOR, etc. Enfin, il y a un certain nombre de choses qui existent un peu autour de ça, mais je pense que la question n'était pas de cet ordre. Plutôt sur la qualité de service en tant que telle. À notre connaissance, il n'y a rien qui existe. Et, ou en tout cas, il n'y a rien pour pouvoir apporter un discours ou peut-être un échange à ce qu'on peut avoir d'évaluation sauvage qu'on peut retrouver sur Google. Vous avez, et vous en êtes tous victimes, vous n'avez aucune manière efficace de répondre à un locataire pas content qui vient vous clouer au pilori sur Google parce que il avait effectivement mal entretenu son logement et vous n'avez pas pu lui restituer sa caution. Donc il y a un déséquilibre qui est profondément injuste et sur lesquels aujourd'hui vous n'avez pas ou peu de moyens de vous défendre. Donc si vous pouvez répondre, effectivement, ça c'est une bonne pratique. Il faut répondre à ces commentaires, inviter la personne à reprendre contact. Vous pouvez demander, si vous avez des explications, de pouvoir peut-être demander à retirer ce commentaire si vraiment il était fait sur le coup de l'émotion et qu'il n'était pas rationnel en tant que tel. Mais vraiment, non, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de système qui existe. Et là, je pense qu'il faut peut-être que les professionnels s'organisent. Combien de fois le choix d'un fournisseur est remis en question par des copropriétaires qui ont toujours le fournisseur plus adapté, parce que c'est le cousin, parce que c'est quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, asseoir une légitimité sur le choix d'un fournisseur, notamment pour sa qualité de service, vous n'avez pas grand-chose. Et on réfléchit à ça chez Inch de manière très sérieuse, à pouvoir peut-être au niveau d'un patrimoine, d'un gestionnaire, peut-être au niveau d'une agence, peut-être au niveau d'un réseau, peut-être au niveau de professionnels, d'établir des éléments tangibles pour dire, expliquer pourquoi on travaille avec tel fournisseur. Et cette transparence sur la sélection, vous, ça vous paraît évident parce que vous savez qui sont les bons fournisseurs et vous les connaissez. Mais on est dans ce monde, on est un peu obligé de faire l'exercice et la pédagogie de pourquoi on choisit ce fournisseur. Et normalement, si vous le choisissez et si vous avez des bonnes raisons de le choisir, ça va se retranscrire dans les chiffres. Donc, sur des niveaux d'évaluation, sur des niveaux de demande, vous pourriez peut-être, pour être un peu plus précis, donc à la fois expliquer pourquoi vous choisissez ce fournisseur, parce qu'en fait, il est choisi à plusieurs niveaux dans l'agence et qu'il s'avère qu'il offre un bon niveau de service même dans d'autres immeubles. Et peut-être, pourquoi pas demain, être capable de dire bah, je le choisis aussi parce que, en fait, dans cette région-là, dans ce quartier-là, on a la possibilité de comparer sur des niveaux de satisfaction réservés aux professionnels et la référence professionnelle, enfin l'évaluation professionnelle donne ce niveau-là. Et ce n'est pas de l'évaluation sauvage, c'est de l'évaluation qui est vérifiée par facturation et sur lequel, s'il y a une note qui est donnée autant par l'occupant que par le gestionnaire, c'est des notes qui sont vérifiées. Voilà. C'est Véronique, aujourd'hui, pas présent chez nous, mais je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel on doit aller. Ça permettra aussi de permettre à ceux qui sont bons de réussir. Et aujourd'hui, l'imprécision de l'information ne participe pas nécessairement à ça. On approche, il nous reste encore une dizaine de minutes si vous voulez encore poser quelques questions. Vous avez des experts de la relation fournisseur. Alors, C'est long. Sophie, merci pour cet exposé. Si vous permettez qu'on en fasse la lecture. Alors, je vais essayer de vous le lire tel qu'il vient. Donc, Sophie nous dit, pas de question, mais une remarque. Nous avons mis en place toutes les bonnes pratiques que vous avez mentionnées. Votre présentation me conforte, tant mieux. Néanmoins, en marché public, nos marges de manœuvre et de négociation sont plus limitées. Nous avons du mal à aligner nos ambitions avec celles du fournisseur. Bon respect de la clause du marché pour satisfaction du client locataire. Les entreprises cassent les prix pour obtenir des marchés et ne fournissent pas toujours la qualité et de prestations que nous sommes en droit d'attendre, malgré tous les accompagnements et les relations partenaires mis en place. Et malgré une mauvaise évaluation, difficile d'exclure un fournisseur s'il répond aux critères du règlement de consultation et obtient suffisamment de points. De même, nous ne pouvons pas privilégier un fournisseur avec de bonnes évaluations.
Merci Sophie pour cette remarque qui est extrêmement pertinente. Je vais pouvoir vous répondre moi sur ma partie. Est-ce que Noémie et Vanessa, vous voulez intervenir sur ce point-là qui est qu'effectivement, ce niveau de qualité, est-ce qu'il est objectif ou pas? Non, Enfin, c'est une bonne remarque, effectivement, mais comme dans les appels d'offres sur les marchés publics, on est obligé de remplir des cases. Effectivement, si le fournisseur répond et marque tous les points, c'est très compliqué. C'est très compliqué d'aller au-delà de ça. On est vraiment sur du pur factuel. On a une grille qu'on doit remplir et on ne peut pas trop en sortir, malheureusement. mmh, non, Donc, il tout à fait. faudrait réfléchir à justement sortir de ce cadre-là pour pas être juste sur cette thématique-là. Pour moi, c'est, je ne sais pas si je vais faire une réponse qui va être adaptée, mais c'est symptomatique de, cette ambition d'améliorer les services en baissant les prix. On cible aucune plateforme de comparaison de charges de copropriété en l'occurrence, mais, c'est un peu un jeu à somme négative. Quelle est l'ambition là-dedans? C'est de baisser les prix des charges des copros? OK, bon, oui, c'est important, il faut pouvoir le surveiller, mais, à terme, qu'est-ce qui se passe? Une fois qu'on a bien purgé le marché et qu'on a mis tout le marché vraiment à l'équilibre, si ce n'est peut-être un peu en dessous du marché, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on n'a pas finalement des prestataires qui sont de moins bonne qualité? C'est un peu les mêmes limites dans le cadre des marchés publics. Donc finalement, c'est peut-être l'analyse qui est pas la bonne. Il y a plusieurs, propositions qui me viennent un peu à l'esprit. C'est la première, établir des critères qui soient des critères, non économiques. Sophie, je vous laisserai peut-être experte pour nous dire si c'est des choses qui sont activables, mais, de mettre, en condition peut-être, la la présence sur, enfin en tout cas la disponibilité sur, des interfaces technologiques. Vous avez peut-être des acteurs qui, normalement cassent les prix, donc ont peu de moyens d'investissement, donc en face, ont peu de, moyens techniques à mettre en face. Et vous pouvez leur dire: «Bah, si vous n'avez pas d'API, nous, on ne vous choisit pas». De leur dire aussi que, il y aura une évaluation, par les locataires, qui sera nécessaire et ils doivent, soit être compatibles, soit être en mesure, d'établir une évaluation par les locataires. Sinon, ils ne sont pas retenus. Ça fait partie des points qu'on va, mettre à l'appel d'offres. Voilà à peu près les éléments sur lesquels on va avoir. Il y a aussi et ça c'est demandé dans le cas des appels d'offres, alors c'est peut-être en présélection, mais il y a, toutes les références qui peuvent être aussi utilisées, qui sont des éléments assez objectifs, sur, des fournisseurs. Normalement, un fournisseur qui casse les prix et qui fait de la mauvaise qualité, normalement, il n'aura pas beaucoup de bonnes références. Vous voyez que notre propos est peut-être pas, super précis. Ouais, mémoire technique, référence, engagement, et cetera. Bien entendu, c'est aujourd'hui la manière dont c'est fait. Non, Sophie, peut-être, juste dire, extrêmement enfin, c'est vraiment une très, très bonne remarque, je pense que c'est quelque chose sur lequel on doit travailler. C'est peut-être effectivement, particulièrement vrai dans le cadre des appels d'offres, publics. Donc on voit qu'il y a bien une limite à ça. Après bon, une grande dimension du marché n'y est pas soumis et c'est pas une mauvaise chose peut-être, si on se rend compte que ça permet pas d'identifier les bons acteurs. Mais non, Sophie, en tout cas, très bonne remarque et puis je pense que ça serait bien qu'on y réfléchisse un peu en équipe, de notre côté, pour voir si, il n'y a pas des propositions ou des orientations intéressantes qui ont lieu un peu dans le marché. Voir si ça peut être intéressant. Et merci Sophie pour cette très bonne question. On peut se donner encore, 5 minutes si vous voulez pour, répondre à des questions complémentaires. Écoutez, on ne voit pas d'autres questions remonter pour l'instant. Noémie, Vanessa, est-ce que vous aviez une intervention, complémentaire à faire, quelque chose à apporter au débat? Écoute, Thibaut, je pense on a fait le tour. On a bien évoqué tous les sujets dont on voulait parler. OK. Mais Noémie? Vanessa, ouais, non, j'ai fait effectivement le tour. Il y a des questions très intéressantes, je pense qu'on aura certaines réponses à apporter peut-être plus tard et pas en direct parce que c'est des questions, enfin, la question de Sophie est peut-être plus précise, peut-être qu'on y réfléchisse, mais aujourd'hui, je pense qu'on a fait le tour effectivement de ce qu'on pouvait dire sur
la relation fournisseur, quitte Eh à ben, revenir après mode de réponse. ouais, oui, alors ça c'est très vrai. Si certains souhaitent échanger du sujet des battus aujourd'hui à l'issue de ce webinaire, c'est bien évidemment possible. On vous mettra aussi peut-être un environnement dans lequel vous pourrez poser des questions et puis organiser, comme sur Doctolib, demander des rendez-vous avec nous. On vous mettra ça aussi dans les liens et puis certainement, ce sera avec Noémie qui vous accueillera là-dessus. Ouais. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre attention. Nous, on était ravis de parler de tout ça. C'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur. On a encore plein d'ambitions là-dessus et on espère avoir plein de super bonnes nouvelles et d'innovations à vous proposer sur ce spectre de la relation fournisseur. Et ben, écoutez, à très bientôt et on se réorganise un nouveau webinaire très vite. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup. Merci beaucoup, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Merci.